Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à cette sixième rencontre. Je crois que c'est la sixième. Bienvenue dans cette rencontre. Ce soir, on va aborder le thème des formations pour apprendre à écrire, pour devenir écrivain. Ça fait quelques années en France qu'on a notamment des masters de création littéraire, métier de l'écriture. Dont un à Paris, un au Havre et un à Toulouse, pour citer que les principaux. Et tous les trois, nous avons effectué celui de Toulouse, alors dans des promos différentes, mais on l'a tous les trois effectué. Dans ce master, pour le présenter brièvement, on avait des cours de stylistique. On avait aussi un cours de suivi de création, donc chacun avait son projet d'écriture. Et donc on pouvait avoir des retours en séance de façon collective la plupart du temps quand même, c'était plutôt en classe. Puis on avait d'autres cours, des ateliers d'écriture, voilà. Beaucoup d'ateliers d'écriture. De la mise en voix aussi. Mise en voix et mise en voix. Mais c'est vrai qu'on avait parfois aussi des contacts individuels en suivi avec un ou deux profs parfois. Oui, de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Et on abordera aussi la question des formations plus ponctuelles, type stage, atelier aussi, qu'on fait en plus d'une formation continue. Coucou Louane, est-ce qu'il y aura une rediffusion du live sur la chaîne Twitch ? Oui, les lives y restent en moyenne 2 semaines, je crois, sur la chaîne Twitch, mais dans tous les cas, nous on les sauvegarde, enfin on les enregistre et après on les met en replay. Donc il y aura, ce sera sur YouTube après. Voilà, sur la chaîne YouTube, il y aura la rediff. Comme d'habitude, on a posté quelques sondages en amont pour savoir ce que vous en pensiez. Première question, on vous a demandé si selon vous l'écriture est quelque chose qui s'apprend. Et vous avez été 60% à dire plutôt oui. Et 38% à dire qu'il y avait à la fois une part d'inné, ce qu'on appelle le talent ou le fameux don qui nous tomberait du ciel, et une part d'acquis. Juste pour se positionner, on en parlera plus en détail après, mais vous pencherez plutôt pour quoi ? Alors sur Discord, quand j'ai posé le sondage, il y avait Nick Castle qui avait posé merci à lui, qui a fait une analyse que j'ai trouvée très pertinente. C'est grosso modo, il considérait le talent comme un facteur à part entière, le travail un autre facteur et la chance un autre facteur. Et grosso modo, il a fait une espèce d'opération travail fois talent plus chance. Ça indique un petit peu la probabilité de succès. Et je trouvais ça très pertinent parce qu'effectivement, il y a un mélange des deux et la chance aussi. Et la chance, très important, oui. Moi, si on parle pas forcément du succès, mais en tout cas de l'écriture en soi, je mets très peu d'inné, quasiment inexistant. Pour moi, ça va dépendre de l'environnement dans lequel on a grandi surtout, et de nos sensibilités qui en découlent. Le reste, c'est que de l'acquis, à mes yeux. Voilà. Ouais. Et on vous a demandé aussi, pour vous, comment se former au mieux. Et vous avez été pas loin de 60% à dire qu'effectivement une formation continue, complète, ça vous semblait être le mieux. Mais c'était assez partagé, puisque 43% d'entre vous qui trouvaient que pour se former, en fait, le mieux restait quand même d'écrire, en fait, et de tâtonner, en fait, dans l'écriture. Puis, on vous a demandé qu'est-ce que vous attendez d'une formation en création littéraire. Améliorer son style via des cours, via des leçons, vous avez été 20% à nous répondre ça. 20 autres pourcents la question du réseau, se créer un réseau professionnel, éditorial, et 60%, donc la majorité, trouvaient que c'était surtout le suivi d'un projet qui était intéressant en formation de création littéraire. Et rapidement, vous, en entrant dans le master, parmi ces 3 points, c'était plutôt quoi ? Chercher à améliorer le style, la création d'un réseau ou avoir un suivi sur votre projet ? J'avais pas du tout réfléchi à l'époque. J'ai juste dit, j'ai envie de me prendre au sérieux. Et du coup, j'ai voulu faire une formation parce que c'est ça que je voulais faire de ma vie. Et je m'étais dit, il y a un diplôme là-dedans, c'est cool. J'avais pas du tout réfléchi au reste, j'avoue. Ouais. Moi, ce master s'intitulait, en tout cas à l'époque,
master de l'écriture, des métiers de l'écriture et de la Métier. création littéraire. Moi, à la base, j'avais plus ou moins perdu de vue et devenir écrivain, et je voulais un métier type correcteur, compagnie, tout ça. Et je me disais, ça va me former, m'aider pour un métier de ce genre-là. Bon, il se trouve que ça m'a fait revenir vers l'écriture créative. Mais donc à la base, c'était surtout pour trouver un taf. Hmm. Enfin, quoi Professionnalisant hein, en master enfin, sur le papier normalement. Mais en vrai, ce qui m'a sauvé dans ce master, c'est les stages. Ouais. Ah Oui, Ouais. on reviendra sur cette partie-là, effectivement, vu qu'on avait la possibilité de choisir lors de la seconde année, second semestre notamment, de partir soit en stage ou de partir en création. Et puis, dernière question qu'on vous a posée, en termes d'apport concernant des formations en création littéraire que vous avez faites, est-ce que vous en étiez satisfait? Et 50% d'entre vous ont répondu que ça avait été top, en citant notamment la formation de L'Icares. L'Icares, que justement elle apportait un bon suivi et qu'elle permettait d'avoir à disposition une boîte à outils assez conséquente dans laquelle piocher. Donc peut-être que ce sera le sujet d'un prochain live. Et puis ce qui est revenu, c'était qu'effectivement il y avait de bonnes idées ici et là, mais en gros il faut savoir piocher. Et être aussi peut-être conscient de ce qu'on attend ou de ce qu'on vient y chercher. Enfin, ça, on va en parler un peu plus en détail. Je vais vous laisser un petit temps peut-être pour vous présenter, dire 2-3 mots. Bon, Mathieu, peut-être connu, hein. C'est son habitude. Vous l'avez remis, je pense. Voilà, en trouver quelques mots. Vous, dans l'écriture, où vous en êtes aujourd'hui, le projet en cours, voilà. Ok, je te laisse l'honneur. Ok, merci. Alors, projet en cours, on va pas trop en parler parce que j'ai décidé de mettre en pause le roman sur lequel j'étais depuis 3 mois. Mais j'ai des nouvelles idées donc ça va, enfin ça va à peu près. Et puis donc l'écriture, grosso modo l'écriture, enfin voilà, roman SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Et, j'aime bien la satire aussi. Parce que j'aime bien le côté très dark et aussi le côté très marrant et en général quand je suis très marrant, enfin quand je fais des trucs marrants en général j'aime bien emmerder les gens. Enfin, comme j'ai pas- les gens, comme le j'ai- début d'une chanson. Oh merde les gens. Écoute, je suis du sud et du coup j'ai le droit d'avoir un accent chantant. Mais évidemment. Voilà, bon, mais peu de lecteurs que j'ai, donc je vais mettre personne pour l'instant parce que j'ai pas trouvé d'éditeur. Voilà. Suivant. Du coup, bon, déjà, c'est la première fois que je suis sur un live. Moi, c'est Anatole, je suis d'une promo un peu plus récente du master en question. Et en tant que. Enfin, je suis romancier pareil, un peu dans ce qui est SFFF, comme on dit, c'est ça hein SFFF, un petit CV sur la langue phonétique. Ouais, c'est ça. Mais disons que mes projets, j'ai de quoi tenir jusqu'au minimum 2030 là, donc je vais pas vous faire un topo. Mais disons que après le master et un peu de boulot personnel, j'arrive enfin à me dire, j'ai un truc qui est publiable là, donc je vais essayer de le publier. Donc j'ai quelques projets terminés, très peu qui sont publiables à mes yeux. Et sinon, ben, je suis un peu comme ce que tu voulais devenir à l'époque, c'est-à-dire que je suis correcteur et je suis aussi rédac web en freelance, concepteur rédacteur, etc. J'ai un site internet de correction pour tout type de texte, normalement, même de la bêta lecture si ça intéresse. Voilà, c'est un peu tout pour moi. Ouais, donc tu es resté relativement proche de l'écriture dans tes activités Ah oui, pro aussi, quoi. Ouais, j'essaye d'être là-dedans parce que c'est ce qui m'intéresse, Ouais. c'est ce que je sais faire. J'ai fait aucun boulot professionnel dedans pour l'instant, mais c'est ce vers quoi je me dirige, en tout cas en salariat. En auto-entrepreneur, oui, bien sûr, ça fait un moment que j'en vis. Ouais. Je vous propose de commencer par les apports de cette formation en création littéraire qu'on a faite, ce qu'on en a retiré. On a parlé un petit peu là tout à l'heure avec les résultats des sondages. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous arrivez à cibler les besoins en fait, que vous aviez quand vous êtes entré dans cette formation peut-être en amont ou qui se sont finalement révélés dans les premiers mois ou au fur et à mesure?
Bah, grosso modo, ça m'a permis de connaître pas mal de gens, même si c'est des gens que actuellement j'ai beaucoup perdu de vue, donc du coup il y a un potentiel de réseau que j'ai pas forcément exploité. Mais ça m'a fait pas mal connaître pas mal de gens qui écrivaient, tout ça, donc on se sent moins seul, blablabla. Et c'était un besoin que tu avais d'avoir un cercle social, créatif? Non, à la base, je voulais non, juste pas être forcément. correcteur, tout ça, parce que je me disais à force d'entendre, oui, non, mais on peut pas vivre ça plus, non, non, écrivain, c'est pas un vrai métier. Ah, non, mais, ah, oui, oui, ok, ben, je vais trouver un vrai métier, pour Je vais me ranger. ouais, me ranger, c'est un peu ça l'idée. Et puis, Euh, puis vu que de toute façon, le côté professionnel de ce master-là n'était pas développé, que ça m'a poussé du coup à écrire, à de nouveau écrire ce que j'avais pas fait depuis 2 3 ans. Donc ça a réveillé cette espèce d'envie et donc du coup j'ai voilà écrit et puis après en termes de professionnel s'il y avait les stages quand même. Bon le stage de 2 semaines de première année ça servait à rien, ça part me dégoûter de travailler en librairie, mais un stage du coup j'ai un stage à l'étranger du coup c'est un peu de la mitration finalement, mais donc ça fait plutôt travailler mes langues que le côté littéraire. Mais bon, ça m'a poussé vers autre chose, qui m'a poussé vers autre chose, et du coup, finalement. et donc, est-ce que tu dirais que, vu que toi, tu y étais rentré plutôt dans une optique pro, Mhm. est-ce que ça y a répondu Non, s'il n'y avait pas eu les stages, qui de sens c'était obligatoire, parce que vu que c'est une formation, un master, alors, il y a quelques contraintes quand tu veux faire un master dans une fac un petit peu. Enfin, ouais, il y a pas mal. Les contraintes, par exemple, il y a des cours obligatoires. Même la directrice du master, elle avait pas le choix. Il fallait qu'il y ait des trucs troncs communs de tous les masters de Oui, parce que lettres modernes, voilà. Donc des trucs très théoriques, très chiants. ça reste un cursus universitaire. C'est ça, voilà, cursus universitaire, donc elle n'avait pas le Ouais. choix. Mais le côté positif, c'est que du coup, il y avait les stages et compagnie. Donc voilà, c'était vraiment professionnellement, c'était vraiment le truc qui m'apportait, c'est le stage qui était un truc obligatoire de toute façon de ce genre de formation. Voilà. Ouais, alors, la question c'est qu'est-ce qu'on cherchait en entrant, si c'est ça Oui, de base. voilà, ou si, si Ouais. on cherchait pas forcément quelque chose au fur et à Ouais, mesure aussi. de la Et formation, du coup, est-ce par qu'il y a des conséquent, besoins qui se sont révélés, ouais, et du tu coup, ce vois? qu'on y a trouvé Voilà. en conséquence. Moi, ce que j'en attendais, je saurais plus trop me souvenir. Je sais que j'en attendais une légitimité, on va dire. Ouais. Parce que bon, même quand on vient d'avoir son lycée, son bac, qu'on a été étudiant quelques années, surtout en lettres modernes, moi ce que je voulais c'était écrire dès le départ, je voulais faire des bouquins, c'est toujours ce que je voulais. Donc le fait d'y rentrer, Et le fait d'y rentrer, euh, ça faisait que je me prenais enfin au sérieux. ok. Voilà. Et je m'étais Bien dit, sûr. j'ai passé Ouais. 3 ans de lettres modernes où je voulais écrire et qu'en fait c'est juste de la lecture de textes universitaires, où il n'y a pas de créativité. En fait, même pour tout vous dire, la seule créativité que j'avais en lettres modernes, c'était dans le parcours communication que j'avais à côté, où là par contre c'était très créatif. Mais en lettres, voilà, je trouvais qu'on nous encourageait pas du tout à ça. Hmm. Et moi, ce que je voulais, c'était faire ça. Donc, voilà, le besoin que j'avais, c'était d'une part de me prendre au sérieux et d'autre part, de pouvoir créer tout en ayant le côté universitaire en plus. C'est-à-dire, ma création, c'est pas moi dans ma chambre qui fait des trucs, c'est je le mets en commun, je le montre et j'ai Hmm. des retours. C'est un peu ce que j'attendais. Et sinon, j'ai un peu la même chose à apporter que toi. C'est-à-dire que ça a créé un cercle social d'autres aspirants écrivains comme moi qui étaient ultra bénéfiques pour la personne que j'étais à l'époque. Et je pense que pour toutes les personnes qui entrent dans le master, c'est une des meilleures choses qu'on puisse avoir. Et par contre, moi, j'ai pas eu la chance de faire le moindre stage parce que, on y reviendra après, mais je me tairai un peu pendant cette partie-là. C'est que moi, mon M2 c'est terminé en 2020. Donc, vous voyez ce que je veux Ah, bah dire. oui. Donc, quand Ouais. il s'agit de trouver un stage, je me suis retrouvé finalement confiné Dans chez la moi. période, Donc, j'ai fait la création de 6 mois. Donc, j'ai pas eu Ouais. l'occasion d'avoir d'expérience professionnalisante dans le cadre du master, malheureusement. Ça, c'est mon plus grand regret, mais le master n'y est pour rien. Hmm. Hmm. Voilà. Donc, je vais plutôt rester sur le côté me déterminer à écrire et à faire de ça mon cheval de guerre. Et, voilà, me prendre au sérieux, c'est ce que j'ai cherché et c'est ce que j'y ai trouvé. Pour le coup. Hmm. Voilà. C'est vrai que par rapport à la légitimité, pour rebondir là-dessus, vu que c'est un master sélectif, même si on s'est souvent posé la question de comment ils sélectionnaient les gens, Oui, ça nous a donné au début en tout cas l'impression de ah merde, c'est un truc vraiment sélectif et on a c'est été vrai. sélectionné. Ouais, Et ça nous 20 a beaucoup places, boosté. C'est 200, vrai, hein, 300 c'est vrai. personnes qui postulent. Ouais. C'est vrai. Oui. Et on était pris Oui, sur oui. dossier, puis Oui, après aux oui. entretiens, ouais, moi je sais que je me suis dit, ah, c'est peut-être que je suis
peut-être pas si nul, peut-être qu'il y a un truc à faire de moi. Et ça a beaucoup joué. Oui. Ouais. C'est vrai que ne serait-ce qu'en ayant sa candidature qui est retenue, déjà il y a une certaine légitimité. Oui, Ouais, c'est ouais. clair. Et est-ce que vous auriez justement certains cours là qui vous ont particulièrement marqué ou qui vous ont particulièrement apporté? Alors, oui, alors, On parlera des limites après. j'ai eu des cours sur le scénario. Alors, on va pas développer trop différents intervenants parce que j'aurais beaucoup de mal à dire sur certains. Mais une intervenante que je n'aimais pas beaucoup et qui avait fait des cours vraiment assez nuls avait aussi fait des cours vraiment intéressants parce qu'elle avait été scénariste, sur le scénario, un côté un petit peu pratique, le côté un petit peu expliquer du coup, d'un point de vue d'une scénariste, comment ça se fait. Et c'est un truc vraiment très différent du roman en termes d'écriture, beaucoup plus visuel, beaucoup moins, alors, pas moins créatif, c'est une créativité différente, c'est beaucoup plus de normes, beaucoup plus de normes, donc plus compliqué. Je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, ils avaient passé des débuts de tableaux de personnages. Enfin, ils avaient donné des indices. Et moi, je me suis fait des fichiers Excel, tout ça pour développer. Mais ça m'avait donné une base sur laquelle j'ai rebondi. Oh, cool. Moi, j'ai pas. Je sais que c'est pas forcément dans l'apport que ça m'a fait, mais plutôt dans l'aperçu que j'ai eu. Il y avait les cours de mise en voix que j'aimais beaucoup parce que on apprenait à mettre en voix les textes des autres et surtout on apprenait à entendre des autres lire nos textes, ce qui est extrêmement inconfortable, hein, je vais pas vous mentir, mais qui est en fait un passage nécessaire, je trouve. Et en plus, on apprenait à assumer nos trucs et puis on pouvait donner une autre tonalité à des choses qui existaient déjà créées par un autre. Il y avait une dimension collective que j'aimais beaucoup à ces cours-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je fais toujours beaucoup aujourd'hui. Parce que du coup, c'est vrai que je n'ai pas parlé quand je me suis présenté. Je fais partie d'un collectif qui s'est formé à la fin de ma promo, le collectif Murmuration, qui était déjà. Enfin, l'un de nos membres est passé il y a un mois dans une autre émission. Et le côté mise en voix, c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup plu et qu'on reproduit un peu maintenant comme on peut au sein de notre collectif dans des créations diverses et variées. Donc ça, franchement, c'est un apport que j'ai beaucoup aimé. Et c'était pas forcément quelque chose, pareil, pas forcément un moment agréable, mais il y avait les cours de suivi justement où chaque personne présentait son texte et que le prof présent ainsi que les autres étudiants faisaient des retours en direct parce que on apprenait à avoir justement des retours sur nos textes, beaucoup d'entre nous ont peut-être eu ça par le passé en étant sur Wattpad, sur fanfiction.net ou des choses comme ça. Mais c'est pas pareil quand même en présentiel. Mais là c'est en présentiel, c'est tout de même différent. avec quelqu'un qui a une sorte de légitimité pro Oui, dans la salle. c'est quelque chose. Parfois on se prenait quelques tartes et d'autres fois on était en train de se dire yes, c'est cool, ça a marché. Et ouais, c'est des cours qui m'ont marqué, ceux-là. C'était pas forcément les meilleurs, mais c'est parmi ceux qui m'ont le plus apporté. Oui. C'est vrai que ouais, l'atelier d'écriture où on lit nos textes après, j'en avais fait d'autres avant le master. Mais effectivement, lire nos textes, en plus, c'était des trucs en plus on écrivait à l'arrache parce qu'on avait une demi-heure pour écrire ou une heure pour écrire un truc, et puis après on le lisait. Et c'est un très bon exercice, effectivement, un passage un peu obligé. À un moment donné, si tu veux, si tu n'es pas capable, même si c'est un truc très difficile à faire en vrai, on va pas se mentir, si tu n'es pas capable de faire ça et que tu veux être lu, être auteur, écrivain, professionnel, tout ça, c'est compliqué. Il faut passer d'abord, c'est une première étape. C'est ça. Et donc voilà, je suis tout à fait d'accord. Le fait de rendre son texte visible, public, le fait qu'il soit lu par plusieurs personnes, je pense qu'il y en avait beaucoup pour qui ça avait jamais été le cas. Et comme ça, en plus, en présentiel, parce que moi je me rappelle, on présentait lors de ma promo, on venait, chacun avait lu le texte en fait en amont, il avait été envoyé par mail, et donc tout le monde avait lu le texte, et c'était un petit peu passage au tableau, on explique un peu notre projet, le texte était parfois projeté. On devait en lire un extrait aussi devant tout le monde. Et ensuite, il y a la partie des retours, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et donc c'est un exercice qui est... D'autant que je sais pas pour vous, mais vu que je savais que justement j'allais être lu par des gens,
ça crée une rigueur supplémentaire au texte, parce que quand on est dans notre coin et qu'on fait notre texte, notre roman, on l'aime bien ou on l'aime pas, ça c'est notre problème, mais on est peut-être un peu moins regardant, parce qu'on se dit, bon c'est pas grave, je le reverrai plus tard. Et là on se dit, bah oui, mais là je le présente devant des gens, donc il doit être regardable de tous. C'est ça. Et ça m'a imposé une rigueur que j'ai jamais perdue depuis. Ouais, parce que finalement, le but c'est quand même de plaire. C'est pas que les gens, quand on lit notre texte, les gens s'emmerdent. On veut plaire et c'est. Ouais, on veut plaire. On veut soit faire rire, soit provoquer une émotion. Ou Moi, en général, provoquer. j'utilisais l'humour en général parce que je trouvais que c'était beaucoup plus facile avec les ateliers d'écriture. Ouais. Mais et du coup, ça m'est resté finalement. Mais provoquer une émotion, un intérêt, tout ça. Et penser peut-être davantage aussi au lecteur. Oui, Exact. complètement. Ça a amené ça. Enfin, moi, je me rappelle que je suis sortie aussi à ce moment-là d'une écriture qui était un peu plus solitaire avant. Coucou Mick Douane, bienvenue à toi. Et tant mieux si le sujet te parle. Tu écris toi? Ou est-ce que tu as fait une formation Mais bien sûr. Pose tes questions. Le live est fait pour ça. N'hésite pas. En termes de travail du style ou de technique, est-ce que vous avez vraiment ressenti des choses qui bougeaient au niveau de votre écriture durant le master ou bien après le master, vous vous êtes dit ah oui, en relisant peut-être des textes d'avant le master, ah oui, ça a bougé quand même, ça a évolué. C'est pendant les ateliers d'écriture que j'avais fait en licence à Bordeaux que j'ai vraiment commencé, qui a un peu formaté mon truc parce que grosso modo j'écrivais beaucoup quand j'étais ado, j'ai fait prépa, j'ai arrêté d'écrire et puis en licence j'ai repris. Prépa. Et voilà, donc, et du coup c'était le fait d'écrire sur les courts textes, ouais, je vais pas développer la prépa. Nous ne développerons pas la prépa. Je n'ai pas de calage à portée de main donc c'est une bonne chose déjà. Mais déjà le fait d'écrire des courts textes déjà c'était nouveau parce que moi j'ai toujours été ambitionné d'écrire des romans, donc d'écrire des courts textes dessinés à lu, ben, ça m'a forcé à réfléchir davantage sur le style, à tester différents trucs. Les nouvelles, au passage, c'est excellent pour tester différents styles, différents genres, différentes techniques, expérimenter en fait. Ouais, c'est clair. Voilà, et le master ça avait continué plutôt dans cette voie, grosso modo. Bon, c'est là que j'ai commencé à mettre en place mon univers. Oui, donc ça a été plutôt. Ça m'a apporté énormément en termes d'univers, enfin c'était un peu la base de mon univers. Plutôt en termes de fond finalement, sur quoi tu allais partir en termes d'univers. Ouais. Oui, voilà, plutôt c'est que ça. de travail technique, tu vois, je veux dire. Alors, ça aussi évidemment, ouais. parce que sans les ateliers d'écriture, vu qu'on en faisait pas mal, ça m'a permis justement d'expérimenter des trucs, ça m'a donné. Ouais, si, quand même. Ben, en plus, c'était un recueil de nouvelles que je voulais faire par rapport à des textes d'ateliers d'écriture, qui est devenu un roman puis une saga, ouais. Et du coup, ça m'a pris des projets longs, enfin, ce que j'avais déjà fait un petit peu étant ado, mais bon, du coup, avec beaucoup moins d'expérience. Et juste les ateliers d'écriture, c'était sous quel format, comment ça se passait un atelier d'écriture dans le master, grosso modo, pour donner un peu un aperçu. Ça dépendait de l'enseignant. Ouais. Moi, je me souviens surtout de ceux de Julien Roumette. Je sais pas si on a le droit de donner les noms en fait. Oh, je pense. Hein, mais je sais que lui, de toute façon, il faisait les mêmes chaque année, donc c'est pas compliqué de s'en souvenir. Si vous faites le master un jour, vous aurez sûrement les mêmes. Où il y avait une partie, on va dire, en premier lieu créative, mais pas écriture, c'est-à-dire qu'il allait nous parler d'un concept qu'on allait devoir adapter sous un format assez ludique, et à partir de ce concept, on allait devoir faire notre atelier d'écriture, et chaque semaine, c'était un concept différent. Et il y en avait qui étaient plus intéressants que d'autres, mais notamment sur la cosmogonie, je trouvais très intéressant celui-là. Ouais, on devait faire des planètes qui avaient des mots dedans, et on devait les relier, et placer des textes qui allaient tous les avoir dans l'ordre. Et c'était, il y avait ce modèle-là. Après, je me souviens aussi du modèle atelier d'écriture pastiche d'autres auteurs, qui était ça c'est très intéressant aussi. Chaud, mais assez drôle en même temps, parce que l'équilibre pastiche et pas parodie était très délicat à traiter. Et puis ça amène à vraiment contacter parfois d'autres formes, d'autres styles, carrément. pas du tout les nôtres, quoi. Et donc c'est intéressant aussi en termes d'exploration. Ouais, et par rapport à ce que tu disais avant, moi c'est vraiment sur le plan technique que j'ai vu la différence avec avant. Parce que moi, mon univers, ma façon de faire, ce que je voulais raconter était déjà installé depuis très longtemps.
Ça fait pareil depuis que je suis ado, même depuis l'enfance que j'écris et que je sais ce que je veux faire avec, même si j'ai beaucoup élargi depuis. Mais c'est sur le plan technique, ça m'a beaucoup. J'ai vu la différence vraiment très fort et même chaque année qui passe, je vois la différence avec l'année d'avant maintenant. Ouais. Ouais. Mais du coup, sur les ateliers d'écriture, c'est ce dont je me rappelle. Il y en a eu d'autres, mais je me rappelle moins. Ce qu'on faisait, alors, je me rappelle, le truc, format un peu classique qui pour moi marche très bien, qu'on faisait du coup avec des potes, parce qu'on faisait aussi pas mal d'écriture avec des potes en dehors du master, enfin en dehors des cours de master du coup. Et puis on se relisait entre potes aussi, enfin bref. C'était juste, mettons 10 mots à caser finalement dans un texte. On a 1 heure pour écrire un texte, il y en avait 10 mots à caser, choisi au pif, souvent qui n'avaient rien à voir, donc c'était beaucoup plus drôle. Et ça, on le faisait un petit peu en cours, mais surtout qu'on on faisait des ateliers du coup d'écriture entre potes, du coup comme je disais. Et vu qu'il n'y avait pas de prof derrière, on pouvait raconter n'importe quoi. Il y avait beaucoup moins de censure, enfin de censure, beaucoup moins de gêne. Et c'est ça aussi qui m'a pas mal apporté finalement. Et je sais pas si vous avez eu ces cours-là, mais on a aussi pu créer les nôtres d'ateliers d'écriture. Oui, c'est Ouais. vrai. Et ce qui m'a derrière permis d'en animer, même Oui. personnellement, soit bénévolement, soit vraiment professionnellement. Et ça, c'était vraiment cool. Parce qu'on a pu apprendre la méthodologie de l'atelier Oui, de comment d'écriture. est-ce qu'on anime un atelier Ça, c'était d'écriture. cool aussi. Et ça, c'est vrai que dans une perspective un peu plus pro, Ouais. c'est intéressant. Mais vous parlez des ateliers aussi faits entre potes, et c'est vrai que ça, c'est une des forces du master, c'est que on se retrouve entre personnes qui aiment écrire, et donc même si, par exemple, tel cours ne va pas nous apporter ce qu'on recherche, on peut créer aussi des groupes pour écrire ensemble, se donner des consignes, des contraintes. Ouais. Ça nous a énormément apporté, ouais. Et même pour se relire mutuellement, on se relisait les textes des uns et des autres, et ça m'a vraiment... En termes de retour, c'est le mieux que j'ai eu, quoi. Les autres condisciples, en fait. Moi, j'allais dire, le plus grand apport vraiment que j'ai eu du master, tout confondu dedans, c'est la notion de groupe de lecture que tout le monde a mis en place. Et le mien, en fait, tient encore aujourd'hui. Ah, c'est bien ça. Ça fait 5 ans qu'il tient. C'est bien. Excellent. Et d'ailleurs, on est considéré comme les records de longévité du master à ce niveau-là. Je pense, oui. Et on est 4 dedans et on continue après toutes ces années, chapitre par chapitre, mois après mois, de se faire des retours. Et même si maintenant on connaît un peu les critères de chacun, les regards de chacun et de chacune, c'est que en fait, déjà ça fait un suivi régulier qui nous force à mettre un coup de collier de temps en temps. Et en plus de ça, voilà, on a toujours le niveau d'exigence de on va être lu quoi qu'on fasse. Le prochain truc que j'écris, je vais l'envoyer dans un mois, il va être lu tout de suite. Donc jamais le rythme diminue, jamais la rigueur diminue. Et c'est vraiment la meilleure chose qui me soit arrivée dans ce master. Excellent. Et Mick ou Mike, je ne sais pas. C'est super si ça t'intéresse. Hésite pas à... Coucou Wanou. Hey Wanu. Tu disais, tu nous dis que t'écris un petit peu aussi de ton côté. Si tu veux, nous on fait pas mal de rushs d'écriture. Normalement, il y en a un par jour à peu près, du lundi au vendredi. Et on se retrouve ensemble pour écrire sur nos projets respectifs, se motiver, se donner des conseils. Donc, si tu as envie, n'hésite pas à nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et coucou, comment... Alors, ton pseudo est un peu long. Je t'appelais comment ? Comment ça pas mal les bzaises Comment ça pas mal les bzaises ? Comment ça va ? Et bonjour Thierry, bonjour à toi. Hey, salut. Le master a un petit côté cercle des poètes disparus, on fait pareil en musique. Ah oui, il y avait aussi des élèves qui se regroupaient en dehors des cours pour faire leur truc. Ouais. Après, c'est ça aussi la créativité, parce que même la meilleure formation, c'est difficile. C'est toujours quelqu'un qui a de l'expérience, alors, si c'est un bon enseignant, il n'est pas trop dogmatique, mais il y a toujours ce côté-là un petit peu. Ça reste un enseignant, donc il y a une espèce de hiérarchie différente, alors que se retrouver entre potes après, je sais plus, dans le cercle des poètes disparus, je crois qu'ils buvaient de la bière ou du fumet, enfin bref, le truc de... Ah oui, c'est dans une caverne. Un truc Ouais, comme ça. voilà. Oui. Donc il y avait de la drogue quelque part, je crois, et ça, c'est le côté fun et créatif du coup, et beaucoup plus convivial.
Et à Thierry qui nous dit c'est un peu le principe aussi des petits forums d'écriture, les échanges. C'est Et effectivement, C'est on vrai. peut trouver cet aspect-là déjà en ligne qui est essentiel. Enfin, je pense quand on écrit avec l'envie d'être lu, si on peut pas le trouver en présentiel, en ligne, c'est déjà ça avec des plateformes comme Wattpad par exemple, ou effectivement le forum. Ouais. Discord, il y a pas mal de Discord sur ça. Et Mick, oui, mais je n'ai que 14 ans et j'ai pas trop accès au net la semaine, mes parents veillent. Ok, ça marche. Ouais, t'as peut-être des potes qui écrivent aussi parce que je trouve pas mal d'ados qui écrivent. Et quand j'en discute, quand j'étais au collège, je croisais régulièrement des gens qui disaient qu'ils écrivaient tout ça. Ça peut être très fun aussi. Ouais. Je sais que j'en avais quelques-uns quand j'étais au lycée, des amis qui écrivaient, mais on se montrait pas nos trucs en vrai. Ouais. On se montrait pas trop ce qu'on On faisait. disait rapidement et puis. Oui, on disait ouais, il se passe ça et tout, c'est trop cool. Et puis ouais, c'est sympa. Mais on se montrait pas les choses à l'époque, justement. Et c'est un master de création littéraire, métier de l'écriture / création littéraire. Voilà. Basé à Toulouse. Basé à Toulouse, oui. Où nous sommes actuellement. Où nous sommes actuellement, vous avez toutes les informations. Voilà. Ouais, nous, les hautes études servent surtout à regrouper des passionnés et se sentir moins dingue. Alors, je sais pas si je me sentais moins dingue en étant dans le master, Moi, ça m'a rendu dingue, mais même pas. mais effectivement, regrouper des passionnés, oui. Clairement, je pense que on peut dire, peut-être dans chacune de nos promos respectives, c'était des personnes qui avant tout étaient passionnées par l'écriture, quoi. Ouais, je pense. Pas. Tu aimes beaucoup Baudelaire, Mick? Ah, moi aussi, c'est un des seuls poètes qui me sortent pas par les yeux. Il m'inspire beaucoup, ouais, Baudelaire. Je l'aime un peu moins. Ok. Tu le retrouveras au lycée, Baudelaire. Ah oui. Au lycée, à la fac. Alors, je l'ai retrouvé 2-3 fois différentes, à 2-3 années différentes, Baudelaire. On le retrouve souvent. Ouais. Mais il n'y a pas que les fleurs du mal, il a fait d'autres trucs qui sont plus stylés que les fleurs du mal. Faut pas l'oublier. Ou en tout cas aussi stylés. Parce que moi, j'ai rappelé le Spleen de Paris. Mais... Ouais. Et il y a les petits poèmes en prose que j'aime beaucoup chez Baudelaire. Oui, ah oui, mais Il est bon en prose. c'était pas justement le Spleen de Paris. C'est Ou possible, j'avoue que je... Mais c'était en prose, ouais, mais enfin bref, ouais, je vois pas. Ouais. C'est juste qu'à chaque fois qu'on est en études, on veut nous inculquer les fleurs du mal, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai, ouais. Oui. Ça gagne combien à la sortie du master? Alors, on reparlera de la question des débouchés tout à l'heure. Salut. On va s'en aller en fait. On y reviendra. Voilà, on y reviendra. Pour rester sur la question des formations, est-ce que, donc, outre ce master en création littéraire, métier de l'écriture, vous avez effectué des ateliers, des stages aussi qui vous ont, alors soit avant, soit après le master, qui vous ont apporté au niveau de l'écriture? Est-ce que c'était via des besoins, par exemple, spécifiques que vous aviez Alors ça c'est le moment où je vous laisse parler entre vous parce que moi rien du tout franchement. Rien. Toi t'avais que le master? Ouais parce que comme j'ai dit pas de stage possible parce que le confinement et du reste ça a vraiment toujours été en cadre intime ou entre potes ou, voilà mais jamais dans une vraie formation, un vrai atelier. J'ai jamais fait ça. J'en ai animé mais j'en ai pas fait en tant qu'écrivain. On dit écrivain. Écrivain, oui. Voilà. Donc je vous laisse discutailler. Bah après entre potes, j'en ai fait beaucoup. Bon, j'avais fait des ateliers d'écriture avant le master avec une espèce de prof narcissique qui utilise l'atelier d'écriture pour se promouvoir grosso modo. Mais ça m'a apporté. Hein. C'est juste organisé par un connard. Merci Mick. Pour le follow. Tu es un obsédé textuel comme les autres. Ok, j'étais perturbé parce que je parle d'un connard et tu dis merci Mick. Non, pas toi, c'était très sympa, je suppose. Et après, entre potes, finalement, j'en ai fait beaucoup aussi. J'en ai continué et là, régulièrement, ben là, tiens, en ce moment, à Toulouse, il y a le Fab Lab, une espèce d'endroit, une espèce d'atelier avec des machines et compagnie qui propose aussi des ateliers, des trucs un petit peu plus créatifs. D'un genre différent de créatif, donc avec des dessins, écriture, tout ça. Et donc je me remets dans les ateliers d'écriture.
Mais finalement, c'est très formateur aussi, mine de rien, parce que même s'il n'y a pas de dogme, même s'il n'y a pas de règles, tout ça, ce qu'on disait pas dans les sondages au début, comment vous apprenez à écrire, est-ce que c'est des formations ou est-ce que c'est en tâtonnant? Pour le coup, on tâtonne beaucoup dans les ateliers d'écriture et c'est très formateur au bout d'un moment. On s'en rend pas forcément compte sur le moment, mais Ouais. j'en ai fait, je pense, plusieurs dizaines d'ateliers d'écriture au total, largement. Et si on parle, donc on a parlé de ce que ça nous avait apporté, si on parle maintenant des limites de la formation, de ce qu'elle ne vous a pas ou peut apporter par rapport à ce que vous étiez venu chercher. Je peux commenter si tu veux. Le côté professionnalisant manquait en tout cas. Aujourd'hui, tout ce que je vais dire, tout ce qu'on va dire, est peut-être plus valable aujourd'hui parce que. C'était par rapport à voilà. notre, vraiment nos expériences, sachant que moi c'était en 2015 que je suis entrée dans le master, toi c'était en 2-3 ans avant. Voilà. C'était en 2018. Voilà, donc on est en 2023 aujourd'hui. Et voilà, j'ai des échos plus récents d'étudiants qui sont très satisfaits, donc faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on va dire. En termes de retour d'expérience, voilà, je pense que ça manquait beaucoup de professionnalisation. En fait, les professeurs avaient un côté qui était à la fois une très grande qualité et aussi un très grand défaut, c'est qu'ils refusaient d'être dogmatiques. Et du coup, ils prétendaient souvent ne pas être légitimes à faire ci, faire ça, nous critiquer ci, nous critiquer ça. Donc parfois, c'était un peu tâtonnant, un peu mou sur des choses qui auraient mérité un approfondissement, un développement. Et également sur la question du réseau ou en tout cas des débouchés professionnels. C'est pas forcément quelque chose que j'attendais, parce que je savais qu'il n'y avait pas de débouché en entrant là-dedans. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait en tout cas, qu'on pourrait être en mesure d'attendre si on y postule. Et c'est quelque chose qui a manqué. Donc voilà, et ça manquait un peu de quelque chose de professionnalisant. Et parfois il y avait aussi un petit côté un peu secte aussi. On est entre écrivains, entre amateurs. Et c'est très cool, ça nous fait un super cercle social pendant 2 ans, des gens qu'on garde après dans nos vies, des gens avec qui on perd contact. Mais le fait d'être dans l'entre-soi permanent a parfois ses petits défauts, mais ça c'est pas tant que ça la faute de la formation encore une fois. Mais on n'a peut-être pas été assez confronté au réel, au monde de la culture, au monde de l'édition. Voilà, c'est pas des regrets que j'exprime, mais des choses qui n'étaient en effet pas là. Et qu'on apprend à expérimenter plus tard, ça se trouve. Est-ce que toi justement, à la sortie du master ou après coup, tu as eu besoin à nouveau d'un autre contact avec la réalité, de sortir tu vois, de cet entre-soi ou, Oui, en fait, je l'ai directement parce que j'ai fait un service civique dans une fac privée internat dès l'année d'après. Vu que c'était la période du Covid, de toute façon, j'avais pas grand chose d'autre à faire que de trouver une planque, on va dire. Et le monde du travail, le milieu de l'entreprise, déjà, ça remet quelques petites claques dans la face. Et pourtant, j'étais en service civique, c'était chill. Et donc voilà, parfois, faut pas oublier que derrière le master, après, je sais qu'il y en a qui sont là pour juste exercer leur hobby plus professionnellement ou être pris plus au sérieux. On avait des trentenaires, des quarantenaires des quadragénaires qui étaient là pour d'autres raisons que moi, on va dire, et qui avaient déjà leur carrière à côté. Mais pour nous qui étions plus jeunes, j'étais un bébé, hein, j'avais 21 ans à la sortie du master, je crois, ou 22, un truc comme ça. J'avais besoin de connaître le monde du travail et je sais que ce genre d'études, pour beaucoup le font, là ça manquait un petit peu. Mais voilà, c'est juste ça. Parce que c'est vrai que ça reste universitaire. Alors, on est en lettres et cursus universitaire. Déjà, en lettres, en règle générale, recherche, professorat, hein, en termes de débouchés, c'est majoritairement l'un ou l'autre. Et en plus, c'est vrai que le master création littéraire, on n'en a pas trop parlé encore, mais c'est un petit groupe, c'est-à-dire qu'on était quoi, une vingtaine voilà. Tout cassé. Donc on n'est pas du tout dans le type de cours magistraux qu'on peut avoir à la fac. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans un cocon parce que durant ces 2 années, moi je l'ai un peu vécu comme ça. On avait aussi quelques cours magistraux parmi les cours obligatoires. Oui, mais on était toujours un petit groupe. Ah non, par contre on était avec d'autres étudiants, c'est vrai. Mais c'était quand même assez, pour certaines UE, la linguistique, mais c'était assez, ça constituait pas la majorité de nos heures, quoi.
Et c'est vrai qu'on est dans cette sorte de petit cocon où on crée, où on se fait des copains passionnés voilà, par l'écriture également. Et ça peut faire, entre guillemets, mal à la sortie du master si par exemple on ne s'est pas projeté après ou si on n'a pas pensé à d'éventuels débouchés en amont parce que ce cocon ça s'arrête quoi à un moment donné. Ouais. Et voilà, et même si on sait dans le master que bon, peut-être qu'il y aura des débouchés, mais on compte pas non plus trop là-dessus, n'empêche que la fin peut. Enfin, faut s'y préparer, quoi, je pense. D'autant que les profs font vraiment de leur mieux pour même faire preuve d'intermédiaire entre un corps professionnel, une entreprise avec qui ils ont des connaissances, ou des partenariats, pardon. Ouais, ils font de leur mieux, mais c'est juste que parfois, malheureusement, ils peuvent pas tout faire non plus. Bien Quoi. sûr. Ça manquait. Après, l'un des défauts, parce que je veux rebondir sur quelques trucs, l'un des défauts de toute façon, de ce master-là, on avait signalé, moi je faisais partie de la deuxième promo de ce master-là. De ce que j'ai compris, ça n'a pas beaucoup évolué en ce sens-là, en tout cas dans les années suivantes. C'est qu'il se revendique à la fois professionnel et créatif. Deux trucs totalement différents qui requièrent des angles différents, des formations différentes, des cours différents. Oui. Et il était le cul entre deux chaises pendant des années en fait. Et du coup, finalement, souvent on était déçus. Il y en a qui, comme moi, il y en a qui voulaient qui cherchaient une perspective professionnelle, ils étaient déçus parce qu'ils n'en avaient pas assez. Et d'autres, une perspective créative, ils étaient déçus parce qu'ils n'avaient pas assez. Et ça, c'est le problème qu'il n'a pas su se décider parce qu'en voulant contenter en fait un petit peu tout le monde. Oui, c'est vrai qu'on reste dans un entre-deux qui est un peu nébuleux parfois. C'est vrai. Puis effectivement, c'est un prof aussi refusé d'être dans le dogme, il voulait être dans la bienveillance et du coup ne nous apportait pas beaucoup de retours. Mais d'autres au contraire étaient pour le coup dogmatiques. En grosso modo, j'ai entendu une ou deux fois la littérature, enfin la littérature, la fantaisie c'est pas de la vraie littérature par exemple, ou tel auteur qui est commercial, donc c'est pas un grand auteur, c'est pas un bon auteur, je vais pas citer de nom. Donc il y avait de tout comme prof, il y avait vraiment des personnalités très différentes, et pour le meilleur et pour le pire. Oui. Oui, c'est vrai qu'il faut garder en tête. Bon, encore une fois, nous on parle que pour ce master et par rapport aux profs, coucou Caronix, aux professeurs qu'on a eu. Mais il y avait effectivement des professeurs qui étaient qui avaient plutôt un cursus universitaire ou qui étaient plutôt dans la recherche, et d'autres qui étaient vraiment intervenants, spécialistes de ce qu'ils venaient nous enseigner. Et donc ils pouvaient avoir un avis effectivement assez tranché en fait. Donc je pense qu'il faut garder ça en tête aussi, enfin savoir faire la part des choses et effectivement vu qu'on est aussi sur c'est une discipline artistique quand même, donc il y a la question des goûts qui peut intervenir. Et effectivement vu que c'était pas forcément des cours comme on le disait magistraux avec un savoir plutôt généraliste, ça pouvait être parfois beaucoup plus spécialisé. On peut avoir aussi des avis tranchés où nous par exemple on va pas du tout se reconnaître là-dedans. Ça je pense qu'il faut l'avoir aussi en tête. Bien quoi. sûr. Oui, effectivement. Et tu dis question d'ego, mais aussi question d'ego. Question d'ego. Oui, soit du côté des profs ou des étudiants. On est dans le milieu de l'art et de la culture, donc il y a des égos mal placés qui s'affrontent aussi. Ça joue un rôle important aussi. Les égos, dans ma promo, j'ai pas trop senti, mais la promo suivante, par exemple, j'avais des potes qui écrivaient de la SFFF, qui étaient un petit peu en décalage par rapport à d'autres de leurs promos. Enfin, je parle même pas des profs, mais d'autres étudiants qui écrivaient plutôt la littérature blanche. Et il y avait un décalage qui se creusait. Et bon, il y en a qui écrivaient la littérature blanche, la SFFF, ils n'avaient rien contre. Mais il y en a d'autres qui écrivaient la littérature blanche. Et au contraire, la SFFF, c'est pas vraiment de la vraie littérature. Et au contraire, en réaction du coup, ceux qui écrivaient la SFFF, on aimait bien balancer la littérature blanche. Donc effectivement, la question des goûts et des égos, je suis pas totalement d'accord. Et ça crée un petit peu des castes. Mais ouais, et de ce que j'en sais, c'est un truc qui a tellement causé de problèmes à un moment donné qu'ils ont essayé justement de plus sélectionner les entrants du master pour
pour faire un aspect plus communautaire, bienveillant, que de risquer ces affrontements stériles. Et puis en plus régulièrement aussi on avait des espèces de rébellions aussi vis-à-vis des profs du master. Ma promo on avait été insupportable vis-à-vis des profs. La co-directrice du master nous détestait, je pense. Enfin, de son point de vue, ce serait légitime parce que bon, bref. On avait été non, bah, est-ce que par rapport aux limites, ça va? Enfin, t'as d'autres choses à dire? Limite, j'en ai développé un petit peu. Bah, limite, ouais, si, je pense avoir fait pas forcément le tour, mais développer quelques trucs déjà. Bon, sinon, on y reviendra. Oui, on risque de après. Nous, faites comme moi, faites-vous virer parce que vous êtes trop hors du cadre et faites ce que vous aimez, d'idiot. On t'aime. À l'époque, enfin, je sais pas pour vous, mais moi j'étais quand même un peu sage, donc sortir du cadre c'était un peu dur. Maintenant, je suis tout à fait dans cet esprit-là aussi. Et Wanouk, il dit aussi quelque chose d'intéressant. L'école vous forme pas, c'est une boîte à outils. Pour le reste, perso, j'ai tout envoyé chier et regardez, je fais ce métier aujourd'hui. L'aspect boîte à outils, effectivement, on va en parler. Ouais. Je pense que c'est un élément, effectivement. Ouais, mais je suis pour éviter justement dans les dogmes et le formatage, je pense que ce que tu dis est absolument essentiel et très juste. La boîte à outils, on la garde et on la renouvelle aussi de façon continue, quoi. Parce que apprendre à écrire, ça s'arrête pas en fait, quoi. Non, c'est clair. Sinon, pour répondre à comment ça c'est pas mal, Jess, niveau argent c'est comment? Ben écoute, si tu veux te faire, enfin, l'argent grosso modo, voilà, tu fais pas ça pour l'argent, tu fais ça pour la passion, hein, parce que tu aimes lire, parce que tu aimes écrire, parce que tu veux créer des trucs, et ça peut très très bien se passer. Mais en termes de rapport travail-argent, ça fait un petit peu horoscope, mais travail-argent, il vaut mieux être commercial, tout ça, des trucs comme ça, où tu auras besoin peut-être moins de travail pour gagner plus d'argent, parce que ça demande beaucoup de travail et l'argent est très incertain, même si tu peux gagner beaucoup, évidemment. Bon, J.K. Rowling, c'est quand même une exception. Et puis c'est vrai que parfois, quand tu es créatif, tu vas passer un an à potasser ton truc avant qu'il y ait le moindre revenu qui soit généré. Ça c'est sûr. Ah oui. Après, ça reste un master, donc sur le CV, on peut avoir des prétentions salariales qui sont pas dégueulasses quand on réussit à trouver du boulot. Oui, ça reste un master. Oui. Mais après, ça c'est une autre limite, mais qui n'est pas du master, mais du secteur tout simplement. Moi, je suis pigiste. Et ce qu'ils veulent, c'est de l'expérience, c'est pas des beaux diplômes, donc je vais devoir avoir besoin d'expérience de plusieurs années avant de pouvoir augmenter mes prix, par exemple. Il y a de ça qui joue beaucoup aussi. Donc il va falloir beaucoup d'expérience personnelle aussi pour prétendre à de l'argent. Mais c'est un milieu avec très peu de place, mais qui, quand on est dans les quelques places qu'il y a, ça rapporte beaucoup, ça c'est sûr. Et je voudrais d'ailleurs rebondir sur ce que tu dis par rapport au stage et l'expérience. Profiter d'être à la fac, ceux qui sont encore à la fac ou qui vont y aller, profitez d'être à la fac pour faire un maximum de stages en fait. Parce que les entreprises sont beaucoup plus susceptibles d'accepter des stagiaires s'ils ont une espèce pour la convention de stage avec des universités derrière, que si vous y allez après de vous-même en mode je voudrais faire un stage, une expérience, parce que eux il leur faut des conventions, il faut des garanties, machin bidule. Les universités, c'est le meilleur moyen, quitte à faire ça pendant les grandes vacances, parce que pendant les grandes vacances, vous pouvez faire des stages si vous voulez aussi via une université. Profitez-en au maximum. Et ça m'a énormément aidé. Autre question pratique. Pendant les 1 an d'écriture, on paye le loyer comment? Ah, les jobs alimentaires. À temps partiel idéalement. Ouais, écrire, enfin... Je pense que les jobs à temps partiel, c'est un peu la vie, quoi. Oui, c'était le cas de beaucoup dans le master qui bossaient à côté ou qui étaient parfois en service civique. Voilà. Là, après, plus largement, ça rejoint la question de faire des études et travailler en même temps. Mais même après, quand on écrit, moi par exemple, aujourd'hui, j'ai un job qui n'est pas lié à l'écriture en tant que telle. Voilà, je donne des cours, c'est l'activité qui me rémunère, quoi. Voilà, pour te donner une idée. Voilà. Et j'ai fait le choix aussi de faire relativement peu d'heures pour pouvoir me dégager du temps pour les projets créatifs, en fait. Mais voilà, après, ce sont des choix, des ajustements. Et ça parle. Vous me vendez pas du tout du rêve, les gars. Si le rêve c'est l'argent, c'est peut-être pas la bonne voie. Non. De rêve. Mais je pense qu'il faut. Enfin, c'est important aussi d'avoir eu conscience de
comment ça se passe concrètement, quoi. Parce que effectivement, il faut bien avoir des revenus pour pouvoir payer son loyer, payer ses factures. Et c'est vrai que voilà, si tu cherches une voie qui va pouvoir te ramener un salaire stable, assez conséquent, rapidement, c'est peut-être pas la meilleure des voies. C'est peut-être pas le plus adapté. Thierry, pour être écrivain, il faut prendre sur son temps de sommeil, pas de secret. Jeter la télé fait gagner des tas d'heures tous les jours aussi. Très vrai. J'ai jamais eu de télé, c'est tout à fait vrai. Très Par vrai. contre, les heures de sommeil, j'ai pas encore pu faire la passe dessus. Moi non plus. Sauf si petite insomnie, je n'y peux rien. Bah là, oui. si je suis réveillée tôt, bah voilà, autant en profiter. Mais sinon, C'est je surtout ne que rogne pas sur quand je suis trop crevé, j'arrive pas à écrire de toute façon. Ouais, il y a ça aussi, ouais. Il vaut mieux grappiller chez les autres travail. Et ça, c'est très frustrant. Oui, c'est une frustration qui est très dure à gérer, ouais. Ouais, bah oui. Wanou, perso, j'ai mangé des pâtes pendant 10 ans, mais il faut travailler encore et encore, parce que quand l'opportunité se présentera, il faudra la saisir. C'est ça. Ouais. C'est ce que je disais, c'est les années d'efforts qui Oui. vont payer qu'au bout d'un moment. C'est ça. Et faut y être prêt. Comme je le disais avant le live, beaucoup d'amis qui ont fait le master ont choisi de faire un job alimentaire à plein temps à côté, et quand bien leur fasse, hein, je pense qu'ils ont tout à fait raison de faire ça. Mais du coup, ça fait que les projets passent au second plan, et qui parfois au dernier plan, et ce qui fait qu'on n'en vient jamais à bout. Et si on veut aller au bout du truc, il faut parfois assumer qu'on va en baver un petit bout de temps avant d'avoir des miettes dans notre assiette. Enfin, plus que des miettes. Ouais, ça c'est clair. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, après, c'est une question un petit peu presque leçon de vie. Définir ce que vous voulez faire dans votre vie, vos objectifs, un petit peu ce qui vous tient à cœur, et genre dans 40 ans, qu'est-ce que vous voulez faire et autres. 2-3 objectifs, gros objectifs, pas plus. 40 parce que ans, sinon... on a 70 ans, Mathieu. Mais voilà, hein, non mais quand on sera vieux, qu'est-ce que tu préfères qu'on se soit dit j'ai publié des trucs, je suis trop content, ou alors ah là là, j'ai acheté une belle maison. Voilà, définir des objectifs principaux, pas trop, parce que sinon ça va être contre-productif. Et ensuite voir un petit peu sur le moyen terme, et puis les moyens que vous vous donnez, la stratégie, et puis les sacrifices que vous êtes prêts à faire. Oui. Bah, il faudra des sacrifices. Ouais. Et il y avait Tina, dans les sondages qu'on a postés, il y avait Tina qui avait commenté que le fait d'écrire, ça partait avant tout d'un besoin. Alors on a parlé de passion, on pourrait aussi utiliser le terme besoin, et que c'est un potentiel en fait qu'on va développer tout au long de notre vie. Mais c'est un potentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, les résultats, on peut les voir très tardivement. Et je pense que c'est quelque chose à garder en tête. De toute façon, il ne faut pas réussir trop vite. Si on accomplit nos rêves de best-seller à 30 ans, qu'est-ce qu'on fait du reste de la vie? On s'ennuie sur notre yacht. On serait blasé. C'est pas faux, en vrai, c'est pas faux. Ouais, je sais, c'est une réflexion que je me fais souvent, c'est en fait à réussir trop vite. Le rêve qu'on a, l'ambition qu'on a va modifier et jamais être totalement satisfait. Et parfois, ça peut être un peu une quête vaine de vouloir réussir trop vite. Ou alors devenir arrogant, tout ça. Oui, en mode, aussi. voilà, moi à 30 ans, j'ai publié mon premier best-seller. Voilà. Ouais, moi je suis très heureux si quelqu'un y arrive. Mais voilà, sur l'impact personnel, je pense qu'on le sous-estime pas mal aussi. Et oui, complètement. Ouais. Thierry qui nous dit: je suis pas sûre que beaucoup d'écrivains fassent cela à temps plein. Oh non, quasiment aucun. Quasiment pas. Pas au début en tout cas. Pas au début. Pas au début. Et Wanou, ah là, mon chat. Wanou, je vais vous dire, soyez inconscient si vous voulez vraiment faire ça, il ne faut pas être raisonnable, il faut que chacune de vos respirations pue l'écriture. Tu l'avais déjà balancé cette phrase, j'aime beaucoup, que chacune de vos respirations pue l'écriture. Et vous serez heureux, même pauvre. La passion, Thierry, c'est l'une des passions que l'on peut vivre en parallèle d'autres choses. Aussi, petit aparté, c'est vrai que, par exemple, contrairement je pense au cinéma, qui est un art qui coûte affreusement cher, l'écriture, c'est quand même...
Ah, c'est pour ça que c'est ce que je fais. Hein. J'allais faire une blague nulle, j'allais dire c'est à portée de main. Oh, bien joué. Mais c'est vrai que moi qui Sur Arte. je suis aussi dans la musique à côté et la musique c'est beaucoup plus coûteux aussi. Ouais. Et ben, je préfère. Après, c'est aussi un peu plus simple d'avoir de la rémunération, mais clairement, l'écriture, c'est l'avantage, c'est que il faut un papier, un crayon. Ouais. Dans le meilleur des cas, il y a un petit PC, traitement de texte, quoi. Mais voilà, c'est vraiment ça qui est cool. Et maintenant, si on s'adresse davantage à ceux qui sont justement en recherche d'une formation pour se former, pour apprendre à écrire, à votre avis, à qui cette formation-là, elle peut convenir et pour quels besoins? Pourquoi est-ce que ce serait intéressant de faire cette formation-là? Et au contraire, pourquoi il ne faudrait pas la faire, quoi? Quelles seraient les mauvaises raisons pour rentrer dans ce master? Ah bah, si tu veux, je peux. J'ai envoyé Vas-y, les jeter idées en peinture amont. Oui, je sais, oui. Ben, déjà, moi, je vais repartir de ma propre expérience. Genre, pour les personnes qui veulent se sentir plus légitimes, arrêter d'avoir des barrières psychologiques qu'on a beaucoup, en mode ah, c'est pas un vrai métier, mes parents vont me désiriter ou je ne sais quoi. Là, au moins, le fait de se sentir plus légitime, c'est déjà une plus-value essentielle, énorme, ouais. Et par contre, j'allais dire, là où ce genre de formation ne serait pas nécessaire, si vous avez déjà un bagage littéraire, si vous écrivez déjà depuis longtemps, vous avez déjà un cercle, un réseau, ou même juste que vous... Non, je vais arrêter cette phrase-là. Je pense que si on cherche à devenir vraiment un remède miracle pour devenir bon en écriture, je ne le recommande pas forcément parce que c'est pas si simple et qu'on peut devenir très bon juste par soi-même ou par ses aventures personnelles. Ouais, et puis le côté très universitaire est parfois un frein à la vision artistique. Et ça, faut pas le perdre de vue non plus. Donc voilà, si vous avez vraiment une vision d'artiste très précise et que c'est vraiment les dogmatismes, etc., vous en feront pas des mordres, ou même, on va dire, la souplesse ne vous changera rien. S'il n'y a rien à changer en fait chez vous, si vous êtes déjà formé en tant que personne, construit en tant que personne, je suis pas sûr que ce soit utile. Après, je parle sans savoir. Après, vu que moi, ce qui a le plus apporté, notamment, c'était les gens de ma promo, notamment. Ouais, aussi pour vous faire rencontrer des gens qui écrivent aussi, des Oui. légitimités, ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, vous créez un début de réseau, parce qu'on avait aussi quand même rencontré quand même quelques professionnels, même si souvent, après. Alors, dans ce master-là, à mon époque, il fallait prendre les initiatives, grosso modo. Parce qu'il y avait, dans notre année, il y avait pas mal d'événements, mais bon, souvent, c'était des étudiants qui disaient ok, on va faire des espèces de journées de la traduction, donc on a invité des professionnels de la traduction. C'était organisé à 100% par quelques étudiants. Ou des trucs comme ça. Parfois inviter des auteurs, parfois ça s'est fait souvent par le biais du master. Mais parfois par le biais des étudiants. Donc il faut. Ça, les failles de ce master-là, ça va pousser certains d'entre nous, ceux qui notamment avaient de l'expérience en termes de professionnels d'ailleurs, à prendre l'initiative et du coup à se développer professionnellement. Oui. Et du coup, en termes de réseau, ouais, professionnel, c'est d'être d'autant plus intéressant, et puis rencontrer des gens qui ont du potentiel et qui peut-être faire une espèce de collectif, je sais pas trop. Ouais, l'aspect communautaire Ouais. est super important aussi. Surtout quand on est habitué à créer dans son coin depuis des années, on peut, enfin, c'est généralement des profils où on peut avoir une vie un peu introvertie et solitaire. Et se faire des amis qui sont dans le même esprit, ça peut être une très bonne chose aussi. Excellente chose, ouais, Ouais, ouais. ouais, Ça, ouais. je recommande pour le coup. Alors, on parlait de forums, Discord et compagnie, Wattpad, ou des formations de ce genre-là. Il y en a. Mais d'une façon ou d'une autre, si vous écrivez, même, je parle d'écriture, on pourrait parler d'autres passions, rencontrer des gens qui partagent les mêmes passions, ça peut se trouver Oui. via Internet. Bon, évidemment, le mieux c'est en vrai, Présentiel, quoi. en Ouais, vrai, en présentiel. Mais Oh bon. non, attends, il y a un terme sur Twitch, c'est en IRL. Oui. in Ah real ouais, life. in real life, absolutely. Après, Internet peut aussi être un biais pour rencontrer des gens via Internet et ensuite les rencontrer en la vraie vie aussi. Enfin bref, mais former une communauté, former un groupe, c'est vrai, je suis d'accord, c'est vraiment recommandable. Ouais. Déjà pour se sentir moins seul. S'il y avait une seule raison, pour se sentir moins seul. Venez dans le master. Ouais, nous, j'ai commencé en ne connaissant personne, seule avec mes vaches. Ah oui, tes vaches. Mes vaches adorées. Et j'ai pris le téléphone et j'ai écrit à Stephen King pour faire un projet.
Et il a répondu oui, et hop, c'était parti. Je vous dis, soyez dingue. C'est l'histoire que tu m'avais racontée là avec l'email ou je sais plus quoi. Il y avait une histoire d'email assez folle. Mais après, Wanou, on ne sait pas trop sur quel Ouais. plan c'est avec Wanou. Ouais, Mais je me rappelle que tu avais l'audace parlé paye, ça c'est vrai. Parfois, ouais. Faut y aller à l'audace. Si tu as audace assez souvent, et statistiquement, il y a un moment donné, ça peut marcher. Audace. Faut voir le genre d'audace aussi. Et esprit d'initiative aussi, c'était Ouais. pas mal parce que Faut être ça proactif, me- hein. Ouais, il ne faut pas attendre que la vie vous apporte des cadeaux, parce que la vie ne vous fera pas de cadeaux. Ou parfois vous le fait. Il vaut mieux pas attendre que la vie vous fasse des cadeaux. Il faut y aller prendre l'initiative. Ouais. Si vous voulez réussir. Et on en parlait par rapport au master, que effectivement là où ça ne répondait pas à nos attentes, selon les promos, selon les groupes, il y avait des choses qui avaient été mises en place. Par exemple, dans la mienne, on avait créé effectivement un atelier d'écriture et de lecture où on se donnait une thématique chaque semaine. On avait une semaine pour écrire, après on se retrouvait, on lisait nos textes. On avait monté une petite revue aussi. Et ce qui est pas mal, ce dont on n'a pas encore trop parlé, c'était quand même tout l'aspect rencontre avec les auteurs aussi. Oui, c'est un des grands points positifs. Là, c'est Qui a, c'est très bref, mais c'est vrai que moi ça a été très bref, okay. mais c'est vrai que c'est des bons points. Pour moi, c'est vraiment un des points forts de ce master. C'est-à-dire qu'on avait certaines œuvres à lire peut-être 3-4 auteurs qu'on allait rencontrer à un banquet littéraire qui s'appelle le banquet de la Grâce, près de Carcassonne. Ça a duré 2 jours et les étudiants qui le souhaitaient en fait préparaient les rencontres, les entretiens avec ces auteurs. Et il y avait aussi des spectacles qui avaient été créés avec des lectures de textes, mise en musique, mise en voix. Et ça, c'est vrai que c'était un des points forts aussi. Et à la Grâce, si vous n'avez pas envie, si ça vous saoule les rencontres et compagnie, il y a de très belles collines où on peut faire de belles promenades. C'est très sympa. C'est mes meilleurs souvenirs hein, de ces week-ends à la Grâce. C'est pas du tout les rencontres littéraires, machin, milieu théorique et compagnie. C'est vraiment les promenades entre potes et les soirées. Conneries, ouais. Mais bon, ça c'est truc d'étudiant quoi. En tout cas, vous l'aurez compris, la formation, elle va pas tout vous apporter par rapport à ce que vous recherchez. Quels seraient les conseils qu'on pourrait donner aussi vis-à-vis de l'écriture en règle générale? Qu'est-ce qu'on peut s'apporter en fait à soi-même au fur et à mesure qu'on écrit? Ce à quoi il faut veiller en fait à s'apporter en tant qu'écrivain. Je vais repartir sur le thème insister sur le fait de rencontrer des gens qui écrivent aussi parce que je suis en train de penser que même beaucoup d'auteurs, j'ai plus en tête les noms, mais même au 19e siècle depuis toujours en fait les auteurs se rencontrent soit dans les salons littéraires des nobles au 17e siècle, soit c'était des espèces de poètes maudits qui faisaient leur salon avec de la bière et compagnie. Bon, j'exagère à peine. Et pareil pour les peintres et autres. Et du coup, finalement, ces réseautage de communautés d'artistes, ça s'est toujours fait. Et souvent, il y a des grands noms de la littérature ou de la peinture et autres qui faisaient ça. Et du coup, faites-le, même si vous ne serez pas forcément un grand nom de la littérature ou de la peinture et autres. Déjà, c'est fun encore. Une fois que vous vous sentirez moins seul, ça va vous développer, vous commenterez mutuellement. Et puis vous apprendrez aussi à avoir des retours sur vos textes. C'est un des trucs que j'en connais le plus en fait. C'est important de ne pas rester, je pense, surtout quand on débute, de pas rester, mais même après, de ne pas rester seul face à son texte en fait. Parce que je pense que l'étape de la bêta lecture ou au moins de faire lire effectivement son texte à d'autres, elle est essentielle, on en parlait tout à l'heure. Rester seul face à son texte, on peut très vite tourner en rond déjà. Ouais. Je pense aussi mais ne pas se rendre compte en fait de ce qui marche, de ce qui marche pas. Moi ce que j'aurais à ajouter c'est pas un conseil d'écriture en soi, mais c'est juste une curiosité permanente, persistante, toujours lire plus de bouquins, toujours voir plus de films. En fait, chaque chose que je vis est un nutriment pour être mis sur papier plus tard. Et du coup, bon, après ça c'est un conseil assez classique, mais juste lire beaucoup de livres et pas seulement ceux dans le milieu dans lequel on écrit.
Moi, j'ai écrit beaucoup de choses dans l'imaginaire et pourtant, j'ai lu énormément de littérature classique et blanche. Je regarde pas mal de films aussi. Et voilà, en fait, pour écrire, il faut une certaine forme d'érudition dans pas mal de domaines différents. Et surtout, avoir des trucs à dire. Et ça peut être bien quand on vit des choses. Donc, j'encourage Oui, aussi oui. La beaucoup vie. sortir de chez vous pour vivre des trucs. Parce qu'on est Mm. très introverti et solitaire et casanier quand on est écrivain. Et moi, je sais que quand je suis arrivé dans le master, j'avais pas vécu grand chose. Bon, toujours pas maintenant, hein, à 25 ans, on n'a rien vécu. Mais en tout cas, je sais que en sortant de chez moi, en faisant pas mal de choses assez étranges, de toutes sortes de boulots à la con, qu'on a des choses qui nous motivent. Déjà, une vision artistique, politique et éthique qui se dessine. Et ensuite, voilà, la question de l'érudition, de toujours vouloir s'intéresser à plein de choses. Moi, c'est un peu pour s'améliorer, mais en tant que personne, hein, même pas seulement en tant qu'écrivain, c'est mon conseil absolu. Mais bon, c'est très basique aussi. Ce Voilà. qui viendra nourrir par Ouais, c'est ça. répercussion C'est tellement impressionnant de voir tout ce qu'on peut apprendre dans un bouquin en fait aujourd'hui. On se rend plus compte, je trouve. Enfin non, c'est un peu boomer de dire ça. Oubliez, je vais pas faire mon réac. Je vais pas faire mon réac. Lisez les jeunes, lisez. Bon, bah, Mais les c'est gens, vrai. les gens C'est lisent vrai, toujours, c'est vrai. mais juste Non, on sous-estime l'utilité des bouquins peut-être. Ouais. Ouais. Il y a Wanou qui nous dit attendez, j'ai un conseil pour les artistes, travaillez et lisez que ce que vous n'aimez pas. Parce que ce que vous aimez, vous savez le faire, travailler le reste enrichira votre style. Oui, c'est vrai, lire des trucs ou voir des trucs qu'on va pas du tout aimer, c'est important pour affiner l'esprit critique Mm. ben, pour savoir ce qu'on veut pas faire, ce qu'on veut faire. Et ça, c'est très bien. Moi, j'encourage tout le monde à Oui. à lire des très mauvais livres, bon, ou alors des. Oui, avec en prenant du recul et en. Ouais, parce qu'en fait, Avec l'esprit on n'est pas d'analyse. forcément meilleur, en fait. Mm. Alors, ouais. Je le fais en général malgré moi, les mauvais livres ou les bouquins que j'aime pas. Hein. Je ne suis pas maso à ce point-là. Mais c'est vrai, ne pas laisser tomber, essayer de comprendre pourquoi on n'aime pas. Oui. Genre par rapport à certains critères, bon, au personnage, à l'intrigue. Pourquoi est-ce que là je décroche Ah, pourquoi Voilà. est-ce que là ça me prend Ouais, Ouais, Pourquoi exactement. Ouais, ça c'est bien. Ouais. C'est Ouais. c'est du travail de laboratoire, en fait. C'est du travail théorique. Et Peut-être, oui, c'est de important. l'analyse. Ouais, Ouais. ouais. N'hésitez pas à prendre des notes soit sur des bouquins, soit sur un carnet, des comptes rendus. Oui, oui, et puis là on parlait d'une formation longue, mais il y a aussi tout ce qu'on peut trouver maintenant. Alors après, il faut toujours faire attention à la qualité, mais il y a tout ce qui est podcast Ouais. en rapport avec Chaîne l'écriture, Twitch. chaîne Twitch, les vidéos YouTube. Non. Les magnifiques articles du Lufthansa de Nicolas et Mathieu. Enfin voilà, on peut aussi se former, enfin les livres de narratologie aussi. Enfin Ouais. voilà, il y a une bonne partie aussi qu'on peut faire soi-même. Moi, pour ma part, parce que j'ai pas trop parlé du retour que je pouvais faire vis-à-vis du master, mais ce n'est qu'après le master en fait que j'ai vraiment eu plus de recul sur mon écriture, mais pendant le master, je l'ai pas tant remise en question que ça en fait. Non, je suis Je d'accord. pense qu'il y avait une question de maturité aussi, parce que j'étais dans mon truc et voilà. Mais j'ai pu apprendre aussi beaucoup par moi-même, par des lectures voilà, par exemple plus critiques, ou par des discussions. Chaîne sandwich. Tu apprendras l'écriture à fond, grimace incluse. Par rapport à quoi Peut-être par rapport aux livres qu'on va pas aimer, je sais Ah pas. oui, Peut-être. possible. Mm. Thierry, depuis que je me suis remis à l'écriture, voici 4 ans, je n'arrive plus à lire un livre sans trouver des répétitions ou des lourdeurs. Ça aide à se motiver, même chez de bons auteurs. Ouais, c'est vrai. Mm. C'est vrai. Mais c'est bien de lire des jeunes auteurs comme nous aussi, justement, assez souvent. Déjà, on sentira. Et ça crée une tendresse qu'on ne peut Mhm. pas trouver chez des auteurs pro confirmés ou classiques. Mhm. Là, il y aura des maladresses, mais on dira yes, je te comprends. Oui, C'est vrai que ça peut être bien aussi, ça. oui. Et c'est vrai que là, récemment, là, j'ai lu un livre auquel j'ai pas accroché tant que ça. Enfin, j'ai continué à le lire, mais ça me prenait pas particulièrement. Il y avait un passage de dialogue justement avec des incises narratives, et je me disais, mais pourtant c'était un dialogue assez. Il y avait pas mal de tension en fait, mais ça
ça prenait pas. Pourtant, on sentait qu'il y avait une tension qui avait voulu être mise dans les répliques des personnages. Et en fait, j'ai remarqué que dans les incises narratives, bah, les personnages faisaient toujours la même action, en fait, mais les actions changeaient pas, alors que le ton montait. Et les actions, je sais plus, il mangeait un sandwich, etc. Et voilà, elle croque dans son sandwich, et puis il y a une réplique un peu voilà, en tension, et une autre incise narrative où elle est toujours en train de manger son sandwich. Et en fait, les actions n'épousaient pas en fait, cette montée en tension dans les répliques, dans le dialogue. Alors, voilà, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Et c'est vrai que par rapport à ce Quand qu'on on disait tout à l'heure de la boîte à outils, c'est justement l'information qu'on apprend, figure de style, machin, commenter des textes, compagnie. Ça nous donne des outils pour justement pouvoir faire ce genre d'analyse dans un Ouais. bouquin qu'on lit, et comprendre pourquoi on n'aime pas, pourquoi on Ouais, aime, ouais. sans chercher à faire, quand vous écrivez, à vouloir caser des métaphores à tout bout de champ. Non. Enfin, Non. les figures de style, ça vous aide pour comprendre des trucs et à vous apporter, mais il ne faut pas non plus en vouloir faire des tonnes sur un terme de Non. figure de style, faire un style parfait. On devient vite grandiloquent Oui, et et vite. j'ai très vite été grandiloquent à cause de ça, moi, à une époque. Ouais. Et qu'est-ce que tu avais dit juste avant? Je voulais rebondir et puis je sais plus, on est parti sur les figures de style. Avant de parler des figures de style, tu parlais de quoi, Mathieu? Ouais, c'est Alors, par rapport aux figures de style, Juste avant. à lire Pardon. boîte à outils ou... La boîte à outils, la boîte à outils. Euh, Oui, moitié le fait d'avoir cette lecture critique, forcément après ça vous permet de l'avoir au moins un petit peu plus par rapport à ce que vous écrivez vous en fait. De réussir un peu à se détacher, alors même si c'est toujours très difficile de se détacher de ce qu'on écrit, mais de le voir voilà, vraiment comme, comme un texte qui peut et qui va être retravaillé et se demander voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, etc. Je me rappelle quand je lisais du coup un pote du master, je relisais son texte. Je lui disais, bon, tu mets beaucoup trop de parties présentes, à un moment donné, c'est un peu lourd. Et puis je suis retombé sur un de mes textes, enfin j'ai repris mes textes, je me suis dit, putain, on est là. beaucoup de parties présentes, ok. Et je me suis rendu compte que le truc que je reprochais en tant que lecteur, en fait, c'est le truc que je faisais en tant qu'auteur. Ah, ça, Et, c'est dur, ça. C'est horrible les participes présents. Ouais. J'ai souvent des débats parce que j'ai beaucoup de gens qui adorent. Mais moi j'en mets encore pas mal, j'essaie de faire gaffe, mais. Ouais, c'est de faire gaffe. Mais oui, après il faut Selon pas mettre l'usage. trop, ouais, puis. Bien sûr. La participite. Ouais, nous, perso, moi, c'est les autres arts qui enrichissent la musique, la peinture, les livres. Discuter avec les autres, essayer de comprendre comment ils pensent m'apporte plus qu'écouter des kilomètres de musique. Voilà, j'ai fini mes conseils pourris, désolé. Tes conseils ne Non. sont pas pourris. Intéressant, parce qu'effectivement, Non, il n'y a c'est pas. intéressant il y a- et c'est juste. Enfin, C'est comment ça s'appelle l'interdisciplinarité. C'est qu'il n'y a pas juste un art, il y a un art, une discipline et une spécialité. C'est que tous, mais ce que tu disais par rapport à tous répondent dans la vie, Ouais. même ce qu'il y a par rapport à l'écriture, c'est tous se touchent, tous donnent de la curiosité et compagnie. Et puis des trucs qui fonctionnent assez similairement, notamment quand je discute avec toi par le chat Wanu. Il y a des mécanismes, c'est très similaire entre différents arts, et c'est très intéressant. Ouais, puis c'est aussi par rapport à ce qu'on avait dit avant, pour toi qui écris de la SFFF, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de choses qui ne sont pas de la SFFF en fait. Comme je le disais, pourquoi pas lire un policier ou un thriller, je ne sais quoi, parce que ça, en fait, faut prendre des choses partout. Encore une fois, si on veut pas être juste une étiquette, faut qu'on chope des choses partout, et y compris dans les autres arts. Justement, je faisais la corrélation avec d'autres styles littéraires, d'autres genres, d'autres registres de bouquins, même dans la poésie en fait. Mais c'est aussi valable, je trouve, pour tout ce qui est. Enfin, moi, je sais que la musique, c'est ce qui m'inspire le plus en écriture, en fait. Et le cinéma, ça m'inspire plus que le roman même. Donc je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est un préconseil. Ne faisons pas des castes. Non, ne faisons pas des castes. Thierry, commenter les textes des autres m'a beaucoup aidé à prendre du recul sur mes propres textes. Ouais, c'est un très bon exercice. Ça, oui, entièrement d'accord. J'ai rien à redire par rapport à ça. Complètement. Et il y avait Jojo. Coucou à toi Jojo. Bienvenue. Bonjour. Salut à vous trois. Est-ce que vous auriez des conseils pour lire en étant fatigué? Car à chaque fois que j'essaie de lire avant de dormir, je m'endors directement. Lis pendant la journée. Oui. Alors, parce que quand j'essaie de lire pendant le soir, en général, je suis trop crevé. Pareil, je m'endors directement. Mais lis pendant la journée avec plus de luminosité et quand tu es moins fatigué, après avoir fait une sieste éventuellement. Mais non, le soir, effectivement, c'est génial pour donner un rituel avant de dormir, pour t'aider à dormir. Mais surtout si tu as eu une journée assez costaud dans les pattes le soir.
Ouais, J'ai pas mieux à donner comme conseil. Après, je sais pas si ça intéresse les gens, mais je sais que le livre audio ça marche beaucoup aujourd'hui. Mais je pense que si t'es fatigué, ça t'endormira aussi. Oui, c'est Donc, clair. donc je suis C'est pas sûr que clair. ce soit un bon conseil d'écouter des livres audio. C'est clair. Mais de choisir des périodes peut-être où tu es, par exemple, quand tu es en vacances ou que tu as plus de temps pour lire. Moi, je sais que j'aime beaucoup lire en vacances parce que, bah, par exemple, quand j'ai donné plusieurs cours dans la journée, le soir, parfois j'ai même pas envie de lire parce que bah, j'ai lu des textes toute la journée, ou bien je suis juste fatiguée en fait. Et alors que les vacances, quand je sais que j'ai voilà, des journées vraiment libres, bah là, je sais que je peux ouvrir un bouquin, y consacrer le temps que je veux y consacrer. Et je suis beaucoup plus disponible en fait pour savourer aussi cette lecture là quoi. Donc essaie peut-être de voir où est-ce que ces plages de temps là tu peux te les octroyer. Et aussi, parfois, lire par exemple dans les transports en commun, dans les endroits publics avec de l'animation autour. Alors, si tu arrives à te concentrer, il y a des gens qui n'arrivent pas à lire dans ces conditions-là. Parce que tu es moins susceptible de t'endormir. Parce que si tu es chez toi, tu es à moitié avachi en plus, faible luminosité le soir, c'est tout le combo gagnant. Et que le roman est chiant aussi. Ah. Ouais. Ou même pas forcément chiant. Pas Un forcément. roman qui serait pas chiant, mais qui est juste plus compliqué à lire avec des phrases plus Oui. longues et plus Mais plus ça un demande vocabulaire quand plus même compliqué, de ça, l'attention, quoi. ça demande une attention quand même importante. Alors qu'en temps normal, enfin dans d'autres conditions, tu aurais trouvé vraiment excellent et super bien écrit. Ouais. Et oui, bah, Jojo il nous dit j'ai l'impression que lire demande beaucoup d'énergie mine de rien. Ouais. Bah, ça, Ouais, ça ouais. demande une sacrée attention hein, Mm. clairement. Ça demande beaucoup d'imagination, c'est aussi une des Ouais. forces par rapport à la lecture, c'est que c'est... Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Et Wano qui nous parle de ses batailles de coussins. Donc il ne Ah, peut pas lire en les vacances batailles de car coussins. trop de batailles de coussins. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, voilà, des Des points conseils, des Ouais, recommandations par rapport aux formations et compagnie. voilà. Nous, c'est vrai qu'on a effectué uniquement celle-ci. Donc, j'ai entendu dire que pour rentrer dans un livre, il fallait au moins lire 10 pages. Ça dépend. Ça dépend. Les auteurs, tu entres. Il y a certains auteurs, enfin, en tout cas, certains livres, j'entre dès le premier paragraphe, c'est impeccable dedans, parce que, enfin, c'est pas facile pour la part de l'auteur, mais ça dépend. Et puis d'autres, au bout de 50 pages, tu es toujours pas parce que c'est chiant. Ça Ouais, dépend. il y en a que je finis par adorer, mais j'entre dedans que vers le tiers ou la moitié aussi. Hein. Ça m'arrive souvent. Mais c'est parce que j'ai beaucoup de mal à commencer un bouquin aussi. Mm. Quand je commence un livre, je vais lire 10 pages par 10 pages, Mm. et à la fin, je peux t'en faire 100 d'un Je coup. suis très comme ça. Ouais. Je fonctionne beaucoup comme ça. Et le problème, c'est que les longs bouquins, Ouais, je lis souvent des gros pavés. moi aussi, pareil. Ouais. C'est vrai que certains auteurs, un auteur que j'aime bien, par exemple, c'est Tom Clancy. Enfin, pour donner un exemple, mais il y en a pas mal dans ce genre-là. C'est que au début, c'est très technique, c'est génial, c'est très bien pensé, mais qu'au début, c'est juste beaucoup de détails. Comment ça fonctionne un sous-marin? Comment on conduit un sous-marin? Un Ouais. avion? Ouais. Bon. Ouais, je déconne. Et c'est parfois, c'est au bout de la première moitié, où tu as tout le détail, et tu commences à voir l'action et compagnie. Alors, c'est. Ça Il élimine faut beaucoup de tenir. nouvelles, dit Thierry. Ouais, bah, je lis quasiment jamais de nouvelles d'ailleurs. Mais j'en lis de plus en plus, notamment via Wattpad. Et des choses intéressantes qui se font sur Wattpad, notamment de jeunes auteurs, compagnie. Donc je suis pas du tout sur Wattpad, mais on m'en a dit quelques biens. Ouais, après moi j'ai du mal à trouver des auteurs. Au début, une fois que tu as creusé un petit peu ton nid, que tu vois un petit peu près les auteurs dont tu aimes l'écriture et du coup de fil en aiguille tu arrives à quelque chose, mais ça m'a donné pas mal, beaucoup d'énergie pour me familiariser. Mm. Ouais, ça me donne beaucoup d'énergie. Et donc, pour revenir à notre question, la principale. Donc, écrire, est-ce que ça s'apprend? Oui, oui. Que ça. C'est que ça. Alors je crois que là où je suis d'accord, je parlais avec quelqu'un du coup de Nick Castle dans le Discord qui faisait son calcul avec le talent, compagnie. Il y a quelque chose. Alors, l'écriture c'est pas quelque chose que tu as que tu n'as pas, mais comme tu as des prédispositions ou pas. Comme n'importe quel art, genre peut-être. J'imagine qu'on a tous des prédispositions à la créativité, à tout ça. Sauf que certains ils sont plus portés naturellement meilleurs dans la musique ou la peinture et autres, et que l'écriture moins ou vice versa et compagnie. Mais que oui, ça se travaille.
Et c'est surtout beaucoup de travail, moi, je dirais. Oui, Énormément de travail. De toute façon, le premier texte qu'on écrira, que ce soit à 15 ans ou à 45, il sera pas bien le premier texte qu'on écrira. Ça, c'est sûr. D'ailleurs, parmi les conseils, doutez toujours et jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné où vous serez tenté de ne plus douter, parce qu'après 15 ans dans l'écriture, vous direz ah, mais je suis bon là maintenant, voilà. Et c'est à un moment donné où vous perdez en créativité, vous perdez même en humanité probablement. Doutez. Sans que ça vous bloque, mais remettez-vous en question. Restez modeste. Ouais, voilà. Cogito ergo sum. Oui. Non, je pense. Descartes. Alors lui, c'était Mais il part du doute. de l'existence elle-même. Oui. Et j'aime beaucoup ça. C'est autre chose. Il y avait Wanou. J'ai une question. Quand on apprend l'art, les cours vous disent de privilégier la forme plutôt que le fond. Et maintenant que les études sont finies, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que l'accent va plus être mis sur le travail de la forme plutôt que sur le travail du fond. Pas sûr que, en tout cas dans mon master, je suis pas sûr que c'était le cas. Je sais qu'il n'y avait pas vraiment l'un qui primait sur l'autre. Mais je sais que souvent, en tout cas pour les apparences, c'est vrai qu'on privilégie la forme sur le fond. Quelqu'un qui va, rien que, prenons un exemple très simple, parlons de rap. Je suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap, mais de ce que j'en sais, c'est que quelqu'un qui va avoir un excellent flow, il va en envoyer très fort. Le fond, on va s'intéresser en second temps seulement. Et alors parfois il y a des très bons textes qui au contraire sont dits de façon moins stylée en quelque sorte. Et on privilégie régulièrement la forme sur le fond. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de slam, qu'on a de plus en plus de rap. Et pour autant, je pense qu'il n'y a jamais eu de cours qui disait de privilégier l'un sur l'autre, à mon sens. Pas directement. En tout cas, de façon détournée, peut-être. Ouais. Peut-être détournée. Oui, non, directement non, mais de façon détournée, mine de rien, avec les cours sur la stylistique, entre les profs qui disent c'est celui-là qui écrit. Une prof que je ne nommerai pas, qui n'est plus dans le master de toute façon, disait tel auteur n'a pas de style. Alors, si vous entendez quelqu'un qui vous dit tel auteur n'a pas de style, vous prenez un fusil et vous tirez à vue. On avait parlé avec Jimmy lors de la rencontre sur le style que finalement. Ne tuez pas de gens. On peut pas... Non, voilà. Le style, c'est relatif à une identité littéraire. Donc, qu'elle te plaise ou non, cette identité littéraire, elle a forcément un style en fait. Oui. C'est même ce qui fait que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas. Du coup, c'est absurde de dire ça. Après, c'est quand on a 14 ans, on peut techniquement dire qu'on n'a pas de style. Mais, on n'a pas de style propre peut-être, ouais, mais on a quand même un style. Alors après, bon, on va pas faire de définition, mais. Oui. On fera une autre rencontre sur le style avec Jimmy. Mais après, moi j'ai toujours été à fond sur l'histoire et les personnages. Donc plutôt sur le fond que la forme. La forme doit servir le fond. Il ne faut pas déconner avec la forme, mais le fond, l'histoire en fait. Enfin, c'était toujours été mon. Et moi, ça c'est inversé. Je sais pas si ça s'est totalement inversé, mais vu que j'écrivais surtout pour la scène, le théâtre à la base, pas des pièces, mais des textes qui étaient destinés à être portés en voix et en musique, j'accordais beaucoup d'importance à la forme. Maintenant, j'en accorde beaucoup plus au fond. Mais je dirais que c'est plutôt lié à un cheminement personnel, plutôt que... Et puis le genre, à cause du master, parce que ce que disait Anatole par rapport au rap aussi, c'est intéressant parce que du coup, il y a, selon le genre, selon le public... Thierry. Merci d'être passé. Salut. Selon le genre, selon le public, parfois c'est plus intéressant de privilégier le fond ou la forme. Genre dans une musique, par exemple, je mettrais n'importe quoi, du métal où les paroles sont en allemand. Vous vous en foutez grosso modo des paroles parce que vous comprenez pas l'allemand, par exemple. Et ce qui est important, c'est plutôt la forme, bon, outre la musique, mais c'est l'accent, les allitérations, je sais pas trop quoi. Enfin, donc ça, là, en l'occurrence, c'est plutôt la forme. Là, je suis plutôt partisan de la forme, mais dans le rap avec du texte et compagnie, là le fond est aussi très important. Ah non, je veux pas t'interrompre. Non, mais c'est. Je me demande si parfois c'est pas une question qu'on devrait juste oublier, la forme et le fond, parce que pour moi c'est deux choses qui vont ensemble, sont indissociables. Par exemple, tu parlais très bien de musique où tu comprends pas les paroles. Est-ce que le fond c'est juste les paroles dans une musique? Pas forcément, parce qu'il y a la technique, il y a la texture du son, il y a plein de choses. Et pour moi, en fait, la question de la forme et du fond,
Je me demande parfois si on ne devrait juste pas arrêter de se la poser. Peut-être Parce aussi. que par exemple Flaubert, bon, c'est un exemple, c'est un classique, parfois c'est un peu ronflant, mais Flaubert, le fond, il s'en fout la plupart du temps, enfin pas toujours. Mais par exemple, prenez Madame Bovary, il veut raconter une histoire sur des gens médiocres, il veut dire qu'ils sont nuls, et tout ce qu'il veut, c'est le faire avec le meilleur style possible. Et bon, moi, Madame Bovary, j'ai beaucoup de mal avec, mais on peut pas nier que c'est en effet ultra bien écrit en fait. Et du coup, je sais pas si c'est une question qui est si intéressante que ça. Je pense que ça dépend de votre vision d'artiste, de ce que vous voulez privilégier. Pareil, Proust, si on s'intéresse au fond, c'est emmerdant comme pas possible. Et pourtant, qu'est-ce que le mec écrit bien, quand même. Donc, privilégiez ce qui vous importe le plus, peut-être. Et même, essayez de faire les deux. Tant qu'à faire. Oui, non. D'une façon ou d'une autre, c'est vrai que les deux. Et puis, quel effet aussi vous voulez produire aussi c'est ça. Quel effet Moi, je pense que c'est la vision artistique, si je peux dire un gros mot, qui compte. C'est vraiment la question de la vision, de qu'est-ce qu'on veut faire. Mais bon, là, j'ouvre une porte sur des trucs infinis, je crois. Oui, je t'en prie. Merci, Bonnie. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, il y avait une question encore de Jojo par rapport à la lecture. Il fait trop rire. Qui nous demandait si on lisait de façon classique, linéaire, ou bien est-ce qu'on lisait en diagonale. Moi, je lis de façon classique linéaire, sauf quand c'est Victor Hugo qui décide de passer 50 pages sur le couvent dans Les Misérables, là je lis en diagonale. Le reste du temps, je lis normalement. Les égouts de Paris. Régulièrement, j'entends parler de Misérables. Il faut vraiment que je les relise. Ah, vraiment, le couvent, c'est un peu chiant, je crois. Mais les égouts, je crois que les égouts, j'avais adoré. Enfin, même Waterloo, c'est cool en vrai. Ouais, il y a un style, franchement. Ouais, mais jusqu'à. C'est vrai que les couvents, c'est comme on est. Il y a un personnage qui entre dans un couvent, et puis après. Bon, je vais vous donner mon avis sur les couvents. Alors, les couvents, c'est plus l'époque, mais non, voilà, c'était bien avant, maintenant. Ça dure 50 pages. Il fait ça tout le temps. Ouais, et il peut pas s'en empêcher. Mais bon, on l'aime aussi pour ça. Je sais plus où je voulais en venir en parlant de lecture. Ah oui, linéaire, diagonale. lecture diagonale. J'essaie d'être concentré vraiment sur tout ce que je lis, parce que parfois il y a la puissance d'une phrase qui va nous saisir et que j'aime bien suivre le truc. Mais c'est vrai que parfois quand il y a des digressions un peu interminables, c'est surtout sur les romans classiques où parfois je me dis, ah là, je sens qu'on va se faire chier 3-4 pages, je vais un peu plus d'activer le cerveau. Aujourd'hui ça n'existe plus trop ça. Je trouve que c'est un peu interdit en fait. Aujourd'hui les gens, on leur dit tout de suite reviens à l'histoire parce que sinon on va perdre les lecteurs. Donc sur un roman qui a moins de 100 ans, je dirais, ça m'arriverait jamais de lire en diagonale, je pense. À part si je me fais vraiment chier, mais du coup c'est pas bon signe. Je vais lire en diagonale parfois des ouvrages théoriques. Ah oui. Voilà, si on parle de lecture en général. Après, tout ce qui va être lecture fiction ou non, enfin mes lectures personnelles, je lis de façon linéaire. Ouais. Voilà. Et si vraiment je n'arrive pas à rentrer dedans, au bout d'un moment, je n'insiste pas. Voilà. Sauf si j'arrive à en retirer quelque chose d'un point de vue critique. Ouais. Mais si... Voilà. Forcément. J'ai suffisamment été la bonne élève. Non, je peux forcément. Et toi? Moi, ça dépend, mais ça dépend notamment le facteur. Il est 1h du matin, il reste 50 pages à lire, j'ai vraiment envie de finir le bouquin. Et du coup, à mon il faut aller vite. Et ça fait un mois que je suis en train de lire ce bouquin-là, il faut vraiment que je change. Voilà, ça c'est un des cas où je peux lire en diagonale, par exemple. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé, plus d'une fois. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Ouais, je crois. Ouais. Si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. Et c'est que c'est bon pour vous. Est-ce que c'est bon cher pour chatter. vous? Est-ce que vous avez des dernières questions? Dites-nous. Dites-nous tout. Apparemment pas. Apparemment pas. Apparemment, ils en ont marre. Ah ouais, nous, perso, on lit à deux avec ma femme en faisant les voix, du coup, je lis jamais seule. Mais vous êtes trop mignons. C'est rigolo ça, parfois. C'est sympa. J'ai déjà fait une fois, mais c'était pas sur un bon bouquin, du coup, on en faisait un peu des caisses. Ça peut être très drôle, ça. Oui, Ah ouais, on arrive à terminer le bouquin. Ah oui, ça nous a permis de le terminer. Ça, c'est notable. Bon, ben on va s'arrêter là. Mais voilà. Ouais. Merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas. Ben, merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir, moi je sais toujours pas si je suis légitime à parler de quoi que ce soit. C'est le même problème qu'on a tous eu dans ce master un jour, je pense. Mais avec plaisir de
dire des trucs. Je t'ai senti légitime. Ouais. Merci. De toute façon, les conseils, c'est toujours retirez-en ce que vous avez retiré, hein, j'imagine. Oui. Rien des paroles d'évangile. Ouais. Amen. Allez, coucou Wask, oui, oui, tu arrives au bon moment, oui, le live se termine. Il sera en replay, là ça va se finir, tu le trouveras en replay directement sur la chaîne, et après on le mettra de toute façon sur YouTube également. Voilà, et si ça t'intéresse, on fait également des sessions de rush d'écriture où on avance ensemble sur nos projets, il y en a environ un par jour. Et demain, il y a l'atelier World Building avec Mathieu, si t'es branché, la création d'univers, fantasy, tout ça. Et bonsoir. Et bonsoir au passage. Bonsoir. T'as vu Mathieu vendredi. Ok, cool. Cool. Et bien sur ce, Eh bien, bonne soirée. Bonne soirée. merci d'être passé. Et Bonne puis, journée si vous regardez ça le matin. Ouais, bonne journée, bon après-midi aussi. Bonne nuit. Bonne nuit. Il y a quoi comme autre moment de la journée? Bon appétit. moi j'allais dire bonne écriture. Ah oui. Forcément. Ça marche aussi. À bientôt. Au revoir. Salut.